Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de lavage de mains ou d'hygiène de mains. Une journée instituée depuis 11 ans, nous en parlerons dans ce journal. 705 cas confirmés de coronavirus en RDC depuis le début de l'épidémie dans les provinces de Kinshasa, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Kwilu, au Katanga et dans le Congo central. Les tableaux présentés par les comités multisectoriels de riposte contre cette maladie annoncent également que jusqu'à la journée d'hier, lundi 4 mai, 34 décès et 90 personnes guéries ont été enregistrées et 149 cas suspects en cours d'investigation. 23 nouveaux cas ont été signalés à Kinshasa, 5 nouvelles personnes sorties guéries, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés et 516 patients sont en bonne évolution. Nous venons de l'apprendre, il s'est tenu à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une réunion d'évaluation de la situation Covid-19 en RDC. Il ressort de cette réunion que la task force, les ministères de la Santé ainsi que les comités multisectoriels de la riposte à coronavirus conjuguent les efforts pour éradiquer cette pandémie à travers la République. Reportage Pierre Kibambe-Moïsa. C'est dans le respect strict de la mesure de distanciation qu'impose le Covid-19 que les membres de la task force du ministère de la Santé et du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus se sont retrouvés ce mardi 5 avril autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une séance d'évaluation de cette pandémie en RDC. La problématique des écoles en cette période où l'on tend vers la fin de l'année scolaire, le plan de décontamination dans les centres pénitentiaires sont autant de points débattus au cours de cette rencontre. Pour le ministre de la Santé, Etini Longondo, la situation générale de Covid-19 en RDC évolue bien. Nous avons eu comme constat que l'évolution de la riposte globalement va à bon train et que quelques pics qu'on a connus pendant la semaine passée, c'était plutôt lié au fait qu'il y a eu une contamination au niveau de la prison de Ndolo. Ce qu'on fait maintenant par rapport à ces pics qu'on a connus, nous sommes en train de travailler au niveau pas seulement de la prison de Ndolo, mais aussi de la prison de Makala. Nous allons continuer à imposer le geste barrière, c'est le mot. Déjà là, par rapport à ceux qui étaient contaminés à la prison de Ndolo, nous les avons mis de côté, c'est-à-dire nous les avons isolés. On a dressé des tentes à la prison et on a aussi donné de lits. Et aujourd'hui aussi, on va ajouter d'autres lits. Je crois que nous les avons isolés et aussi nous avons désinfecté le pavillon de cette prison-là pour que ceux qui sont sains ne puissent pas être contaminés. Donc c'est que nous allons demander aux prisonniers, il ne faut pas qu'ils insistent pour que leurs parents qui viennent avec la nourriture entrent en contact physique avec eux, parce que c'est ce qui est dangereux. C'est-à-dire que les gens qui sont en dehors de la prison peuvent être contaminés parce que la maladie est en dehors de la prison. Et malheureusement, il y a eu des prisonniers qui se sont entêtés et qui ont joué pour que leurs parents puissent leur apporter la nourriture, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour que cela ne se répète pas. Et aussi, à Makala, je crois que nous avons un plan de décontamination et nous allons aussi sensibiliser les prisonniers. En dehors de ça, il y a le ministère de la Justice qui va aussi développer un plan de désengorgement de ces prisons-là. Nous avons aussi parlé de la problématique des écoles, parce qu'il faudrait voir, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année et voir ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas une année blanche, pour que les enfants reprennent leur classe. Alors nous nous sommes dit, avec l'ordre du président, que nous allons constituer une commission pour étudier le cas, parce qu'il y a d'autres provinces qui n'ont pas la maladie, mais dont les enfants ne fréquentent pas. Alors, nous allons voir tout ça pour qu'on puisse apporter un conseil au président et voir ce que nous pouvons faire pour que l'année ne soit pas totalement blanche.
La population doit continuer à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en vue de se protéger contre le coronavirus, a insisté le ministre de la Santé publique. Quand on va, par exemple, en Gaba, à Massina et partout ailleurs, on voit que la population vit comme si de rien n'était. Et pourtant, nous avons la maladie chez nous. Déjà, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont hospitalisés, il y a des gens qui sont contaminés, qui sont là. Et à la télé, à la radio, il y a des affiches pour sensibiliser la population, que la population sache que la maladie est bel et bien là. Et puis cette réunion en vidéoconférence du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs points ont été examinés hier. C'est notamment la situation de la pandémie du coronavirus et sa prise en charge par le gouvernement de la République. Voici un extrait du compte-rendu, lu ici par le ministre en charge de médias et porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 29e réunion du Conseil des ministres. C'est ce lundi 4 mai 2020 que s'est tenue par vidéoconférence la 29e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de cette réunion figuraient les points suivants. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points, à savoir la nécessité de prorogation de l'état d'urgence, la situation de la Régie des voies aériennes RVA, les dispositions à prendre pour l'application des accords conclus avec la Banque mondiale, la vague des tensions à propos des arrêtés des ministres. 1. De la nécessité de prorogation de l'état d'urgence. Le Président de la République, chef de l'État, a rappelé que l'ordonnance numéro 20/028 du 23 avril 2020 ayant prorogé l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020, proclamant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, cessera de produire ses effets à la date du 8 mai 2020. Dès lors, tirant toutes les conséquences du rapport du comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 qui fait état du risque toujours accru de voir cette épidémie faire davantage des dégâts parmi la population, le chef de l'État estime nécessaire de maintenir l'état d'urgence en vigueur pour des périodes successives de 15 jours. Il a été jugé recevable et renvoyé à la Commission économique et financière ainsi que des relations extérieures pour un examen approfondi. Le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale a été défendu devant la représentation nationale par le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, au cours de la plénière présidée par l'honorable Janine Mabunda. On fait le point avec Sylvie Moemo. Le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, était face aux députés nationaux pour la défense du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Ces projets présentent l'avantage de promouvoir une économie rurale dynamique et prospère. Ils visent également l'amélioration des investissements productifs et sociaux afin de rendre le milieu rural plus actif et productif. Ceci explique d'ailleurs la présence de son collègue ministre qui a la charge du développement rural, Guy Mikoulou. Après toutes les explications fournies par le ministre des Finances, l'Assemblée plénière a déclaré recevable le projet de loi et l'a renvoyé à la commission ad hoc et relations extérieures pour un examen approfondi. Et cela après la motion de procédure du député Henri Thomas Lokondo. Dans sa communication, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a annoncé aux députés nationaux présents dans la salle le décès de l'honorable Kamwitu Lubabou Augustin, élu du PPRD pour la circonscription de Kazumba au Kasaï central.
Dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, l'Assemblée nationale vient de se doter d'un dispositif technique qui facilite à la fois le prélèvement de la température et les tests rapides sur le Covid-19. Restons au palais du peuple. L'administration de l'Assemblée nationale s'est dotée des kits de lave-de-main, dont du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. Peu avant cette remise, la présidente Janine Mabunda a reçu les caucus des députés nationaux élus de Kinshasa engagés dans la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus. Un résumé, encore une fois, de Sylvie Mouembo. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a remis des kits complets de lavage de mains à l'administration de sa chambre. Par ces gestes, la présidente de l'Assemblée nationale a voulu pousser l'administration de la Chambre basse du Parlement à prendre conscience de la maladie et à respecter les mesures d'hygiène édictées par l'Organisation mondiale de la santé et les autorités du pays. Nous avons observé que nous pouvons prendre des mesures sanitaires ici au niveau de l'Assemblée nationale. Quand vous rentrez chez vous, il n'est pas dit que dans votre milieu de vie, vous avez toujours la possibilité d'organiser le même dispositif sanitaire. Nous devions en tout cas vous permettre de vous organiser au-delà même de l'Assemblée nationale. La lutte contre le Covid-19 dans la ville de Kinshasa, où la propagation semble atteindre une proportion inquiétante, requiert la participation des élus nationaux. Voilà pourquoi la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a échangé avec le caucus des députés nationaux élus de Kinshasa afin d'évaluer la possibilité d'une sensibilisation accrue de la population. Ainsi, le bureau de la Chambre basse du Parlement congolais s'est engagé à accompagner les élus de Kinshasa dans cette campagne de sensibilisation pour le respect des gestes barrières et le port obligatoire des masques. Au sortir de cet échange, l'honorable Godard Motemona, président du caucus des élus de Kinshasa, résume la rencontre. Chacun des élus du peuple doit mettre la main à la pâte. La situation elle est grave. Vous descendez dans certains quartiers de Kinshasa, il n'y a pas de respect des gestes, des barrières. Ça n'existe pas. On met les masques pas parce qu'on a peur de la maladie, mais parce qu'on a peur de la police. On a peur de payer des amendes. Ce n'est pas normal. Il faut éviter que nous vivions demain la situation de l'Italie. Kinshasa étant l'épicentre de la pandémie à Covid-19, il est important que l'Assemblée nationale s'y implique pour sensibiliser davantage la population quinoise. Si vous êtes député national, ceci vous concerne. Les bureaux de l'Assemblée nationale informent les honorables députés nationaux qu'une séance plénière est convoquée pour ce mercredi 6 mai 2020 à 13h précises dans la salle des congrès du Palais du Peuple, et ce, dans des conditions sanitaires recommandées par les comités multisectoriels de lutte contre la pandémie à Covid-19. Pour les modalités pratiques, les honorables présidents des groupes parlementaires tiendront informer les honorables députés nationaux. L'ordre du jour se présente de la manière ci-après: adoption de l'ordre du jour, audition de la réponse du Premier ministre, chef du gouvernement, à la question d'actualité qui lui a été adressée par l'honorable François Zekouye au sujet de la pandémie du coronavirus et ses conséquences sur l'économie nationale. Ainsi, fait à Kinshasa le 5 mai 2020, l'honorable Moussa Célestin Kalombo, rapporteur. Le vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemboué, vient de lancer officiellement l'enquête par grappe indicateur des objectifs de développement. Peggy Mukunda nous en dit plus. C'est dans le cadre de la présentation en juillet 2020 au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable, les premiers rapports nationaux d'examen volontaire de mise en œuvre des ODD de la République démocratique du Congo que le vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemboué, à côté de son vice-ministre Freddy Kita Mbukusu, a lancé officiellement l'enquête par grappe à indicateur des ODD. L'objectif poursuivi par cette enquête
est de collecter auprès des ménages les données démographiques et socio-économiques indispensables permettant d'évaluer 5 ans après leur entrée en vigueur les progrès réalisés par la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de ses objectifs de développement durable. L'enquête que nous lançons couvre un échantillon de 9000 ménages. Ces ménages sont sélectionnés sur l'ensemble des 26 provinces de notre pays. En ce moment, les équipes de supervision déployées à travers ces provinces ont terminé la formation des enquêteurs. Ces derniers vont désormais se déployer sur le terrain en parcourant différents villages et quartiers sélectionnés pour procéder à la collecte des données auprès des ménages. Pour sa réussite, nous sollicitons l'implication de toute la population. Puisque cette enquête se réalise à un moment particulier, caractérisé par la grave crise sanitaire mondiale due à la pandémie de coronavirus, les dispositions idoines sont prises par mon ministère pour que nos équipes sur terrain respectent les gestes barrières afin d'assurer leur propre protection, aussi celle de tous les ménages qui seront visités. Je souhaite plein succès à toutes nos équipes de collecte. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, célébration aujourd'hui de la Journée internationale de l'hygiène demain. Donc, une journée qui a été lancée par l'OMS depuis l'année 2009. Aujourd'hui, nous sommes en pleine observance de cette journée à travers le monde. À la suite du coronavirus, le lavage régulier de mains fait partie des mesures préventives de base pour une série de maladies, dont les Covid-19, au même titre que la distanciation physique, le respect des règles d'hygiène et de désinfection des surfaces. D'après l'OMS, moins de 50% des foyers d'Afrique subsaharienne disposent d'installations de base pour se laver les mains au savon et à l'eau. Elle sauve la vie de mères et de nouveau-nés tout en s'exposant elles-mêmes. Les sages-femmes méritent respect et honneur en cette journée internationale qui leur est dédiée. Suivez plutôt cette réflexion de la rédaction. Se bat contre le Covid-19, les femmes continuent de tomber enceintes et d'accoucher. Les pandémies ne font cesser ni les naissances ni le travail des sages-femmes. Aux 4 coins de la planète, les sages-femmes sont sans relâche sur les pieds de guerre dans les maternités, les centres de santé et au domicile des femmes, au péril de leur vie et de leur bien-être, et ce, pour sauver la vie des mères et des nouveau-nés. Dans de nombreux pays particulièrement touchés par la crise du Covid-19, les sages-femmes décèdent en raison du manque d'équipement de protection individuelle et de soutien global. En RDC, les sages-femmes participent à la lutte contre le Covid-19. Près de 120 sages-femmes ont été formées pendant 5 jours pour accroître leurs compétences dans la pratique des mesures de protection dans l'exercice quotidien de leur travail, mais aussi le développement des automatismes et gestes barrières à toute forme de contamination au Covid-19. Qui est sage-femme? Un homme ou une femme ayant suivi une formation thématique. Ils sont une épine dorsale des systèmes de santé maternelle et aident à mettre au monde les bébés, et leur mission va bien au-delà. La crise actuelle est l'occasion pour nous tous de soutenir davantage leurs efforts visant à défendre la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction de toutes les femmes où qu'elles se trouvent. L'UNFPA loue le travail de l'ensemble des sages-femmes et s'engage à les soutenir en collaboration avec le gouvernement congolais afin de les protéger du Covid-19. Merci Constance Mananga pour cette réflexion. Sachez que cette journée dédiée à la sage-femme n'est pas passée sous silence à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Une journée de réflexion a été organisée sous le thème « Sage-femme face au Covid-19 ». Reportage Oli Katoumoua et Simon Kankolongo Omuna Kiese.
Célébrer, démontrer, mobiliser, unifier, c'est notre moment. Ce thème évocateur a permis aux différents responsables de la Croix-Rouge et de l'ICCR de réfléchir sur le métier sage-femme, tenant compte du contexte particulier du Covid-19. Ces mesures devaient être accompagnées par certains protocoles additionnels. Qui ferait quoi? Lorsque nous avons un couple mère-enfant pendant l'allaitement, si nous regardons la distance quand la mère avait son bébé au niveau du thorax, c'est moins d'1 mètre déjà, moins d'1 mètre. Alors quelles sont les mesures que nous devons accompagner pour permettre à la mère que pendant l'allaitement, il est vrai que le virus ne passerait pas du lait maternel vers l'enfant, mais pendant que la mère est en train d'allaiter, quand elle parle, quand elle tousse facilement, elle peut contaminer son enfant. C'est là où nous parlons de la contamination verticale. En ce qui le concerne, l'ICCR a privilégié la vie des femmes et des nouveau-nés en amont et en aval à travers la mise en place de sa filière sage-femme avec déjà environ 840 unités mises sur le marché de l'emploi en 5 ans. Je lance un appel pathétique à tous les étudiants de l'Institut médecin de santé de la Croix-Rouge, surtout les finalistes, puisqu'ils savent très bien que nous avions déjà presque entamé 80% des matières pour le finaliste. Et ils étaient justement pour aller en stage. Et ces moments ici doivent profiter pour finaliser les travaux de fin d'études et leur mémoire. Le président national de la Croix-Rouge RDC, Grégoire Matesso, a martelé sur les principes fondamentaux dans l'exercice de la profession des produits issus de l'ICCR et des finalistes. Cette sage-femme formée ici a des principes de travail, accompagnés de sa déontologie, bien sûr. Dans le milieu où la sage-femme de la Croix-Rouge travaille, nous l'enseignons de considérer comme j'ai dit. L'homme s'aimer la joie là où les gens pleurent. C'est aussi utile, c'est aussi quelque chose. S'aimer la joie. La femme doit enseigner plutôt, montrer la joie de la femme qui a accueillir la femme qui vient du monde avec tous les mécanismes, toute gentillesse, tout ce que vous voulez comprendre pour que l'homme soit à l'aise et que la femme ou l'enfant qui naît soit à l'aise. Tous ces débats ont été aussi nourris avec un sous-thème qui a pris en compte la situation sanitaire actuelle, en l'occurrence sage-femme face au Covid. Montée en flèche de l'insécurité dans la ville de Lubumbashi, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, des hommes armés non autrement identifiés ont sémé la terreur et la désolation dans les quartiers Bel Air, ainsi que nous sommes dans la commune de Kampemba, ainsi que celle de la Rouachi. Bilan, 4 morts et plusieurs blessés. Des scènes de viols ont été également signalées. Des rues barricadées, des pneus brûlés, cela s'est passé au quartier Kilobelobé, Luowoshi, Manono et Naviundu, dans les communes de Kampemba et de Rouachi. Les marques du sang, des murs détruits et des duits visibles au sol témoignent l'atrocité dans l'opération menée sans inquiétude par les bandits en main armée non autrement identifiés. Des crépitements des balles étaient entendus de 23h au petit matin de ce lundi 4 mai 2020. Une famille visitée à Kilobelobé pleure 2 de ses membres tués. Un jeune homme de 11 ans et une fille de 26 ans violentée et abattue, dont la mère admise à l'hôpital est grièvement blessée. Une situation dénoncée par la société civile, par la bouche de M. Bertin Chose, directeur de la gouvernance sécuritaire. Il y a d'autres quartiers. Donc nous, en notre qualité de la gouvernance sécuritaire société civile, on n'accepte plus le mort. On n'accepte plus, écoutez encore, le mort. Ils doivent prendre les responsabilités. Les véhicules sont là. La communication est là. Les Motorola, ils n'acceptent même pas à répondre aux Motorola. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, je crois que nous devons voir cette situation au clair et que chaque personne doit répondre. Ceux qui étaient venus, à quelle heure ils étaient venus, le premier appel était à quelle heure, et les armes qui ont crépité venaient d'où, et les unités qui sont venues venaient d'où, et pourquoi ils sont venus après. À quelques mètres de là, sur l'avenue des Limites, un autre corps inerte de Smith Mwapai, 17 ans révolu, à même le sol. Même des corps sur l'avenue de la Régie, où un corps d'un trentenaire gît à même le sol.
et un bébé enlevé au quartier Manono n'est toujours pas encore retrouvé. Consternation, désolation et colère de la population étaient palpables après beaucoup d'appels au numéro vert de la police sans succès. Les familles des victimes et les habitants des quartiers précités n'avaient que des sifflets et des vuvuzelas pour alerter tous. Dans la matinée, les officiers de la 22e région militaire sont descendus sur les lieux du drame avec la mission de sensibiliser la population et conscientiser les familles éplorées pour la levée des corps vers la morgue. Désolation également à Kamako, nous sommes dans la province du Kasaï. 300 Congolais de la RDC ont été expulsés d'Angola pour Chikapa. Ses compatriotes dépouillés de tout lancent un cri de détresse au gouvernement de la République. C'est un véritable calvaire que vivent chaque jour qui passe les Congolais refoulés d'Angola, sortis par le poste de contrôle de Chisanda, faisant limite frontalière avec la province de Lunda Norte en Angola et la localité de Kamako, en territoire de Chikapa, province du Kasaï. Selon Gaston Gary Matemboni, administrateur des territoires de Chikapa, assistant basé sur place à Kamako, que je joins au téléphone, précise qu'ils sont à ce jour 300 Congolais en situation irrégulière expulsés d'Angola depuis le 29 du mois d'avril dernier et un autre lot est arrivé à Kamako ce week-end. Notre source indique que la première vague d'expulsés d'Angola était de 210 personnes, dont 142 hommes, 55 femmes dépouillées de tout le bien et 13 enfants qui accusent un problème de malnutrition aiguë. Contacté par nous, Kawino Ndongo Delair, ministre provincial en charge des sécurités, déplore la façon dont ses compatriotes sont expulsés en Angola sans le moindre respect de la procédure en la matière. À plusieurs reprises, nous avons eu à déplorer ces pratiques du côté de nos compatriotes d'Angola où ils expulsent nos compatriotes sans respect des procédures, sans respect des normes, en les dépouillant de tout, en les torturant des fois. Et quand ils arrivent au Congo, ils deviennent dépouillés de tout. Ce n'est pas une bonne procédure. Les rapports sont déjà faits et nous allons continuer à ajouter d'autres rapports qu'on essaie de voir avec le gouvernement angolais quelles sont les dispositions qu'on peut appliquer pour qu'on puisse quand même rentrer dans les bonnes pratiques internationalement admises. Puisque nous parlons de situation humanitaire et sécuritaire, sachez que 2 seigneurs de guerre opérant au Nord Kivu se sont rendus aux autorités provinciales, notamment au gouverneur Carly Nzanzuka Sivita. Ces seigneurs des groupes armés ont répondu ainsi à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans cette partie de la République. Sikuli La Fontaine et Kakule Je t'aime, 2 seigneurs des groupes armés très célèbres opérant au territoire de Lubero et Rutshuru, qui viennent de rendre le tablier des groupes rebelles. Ces 2 ont été présentés aux membres du comité provincial de sécurité à la tête de Carly Nzanzuka Sivita, gouverneur des provinces. C'était ce lundi 4 mai 2020. Kakule Sikuli La Fontaine du groupe armé Union des Patriotes Congolais pour la paix UPCP en sigle, rassure qu'il a reçu la paix du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, appel relayé en province par le gouverneur Carly Nzanzuka Sivita. Je viens répondre effectivement à l'appel du chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a au moins les soucis, n'est-ce pas, les soucis de ramener la paix en République démocratique du Congo, et particulièrement à l'Est, pourquoi pas dans notre province. Et c'est maintenant, à travers maintenant le message du gouverneur qui nous a sensibilisés dans ce sens. Voilà, nous sommes entre ses mains pour la question. Pour les gouverneurs, cette reddition est un exemple pour les autres seigneurs de guerre à déposer les armes. Nous voudrions saluer la reddition des 2 groupes armés pilotés par Je t'aime, mais aussi Kakule La Fontaine qui ont accepté la reddition et que nous venons de recevoir dans nos bureaux ici pour qu'ils puissent continuer à nous aider à sensibiliser d'autres compatriotes, d'autres Congolais qui sont encore dans la province du Nord Kivu avec les armes. Notre souhait, c'est toujours accompagner la politique du chef de l'État, accompagner la politique du gouvernement congolais pour que le Nord Kivu ait la paix. Cette reddition des groupes Mai Mai rejoint d'autres éléments en cantonnement à Mumbambiro, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Goma.
L'autosuffisance alimentaire mérite d'être érigée parmi les priorités du gouvernement de la République en cette période de secousses provoquée par le coronavirus. Le ministre d'État en charge du genre, Béatrice Lomé-Atilité, salue l'initiative de la ferme Espoir déterminée à combattre la crise alimentaire en RDC. Un récit de Anita Luamboa. Le marché de vendredi instauré par la ferme Espoir a connu un engouement particulier au siège de l'Asbel Initiative Plus Olive Lembe Kabila. Des clients spéciaux avec en tête la ministre d'État, ministre en charge de genre, famille et enfants, Béatrice Louméa-Atilité, descendue sur les lieux pour acheter des vivres dans le respect des mesures d'hygiène pour se préserver contre le coronavirus. Les commandes faites auprès d'Angèle Kanam Kisinda, conseillère en communication de Marie-Olive Lembe Kabila, leurs excellences ont à tour de rôle récupéré leurs colis, une manière d'encourager l'épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange dans cette action. Pour Béatrice Louméa, Marie-Olive Lembe Kabila est rangée dans la concrétisation des indicateurs de Beijing, dont femmes et économie, pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Je suis là effectivement pour soutenir le travail de la femme. Lorsque nous parlons de l'autonomisation de la femme, c'est aussi le fruit du travail que la femme fait à ce qui concerne l'agriculture. Et là, nous sommes effectivement venus pour donner un message fort que si notre première dame honoraire peut mettre la main dans la terre pour avoir ce qui peut nous aider pour nous nourrir, il faut absolument, comme responsable des femmes que je viens soutenir, un message fort, dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous n'avons pas raison de souffrir de la famine. Il suffit seulement de la volonté. Si nous tous pouvions faire comme Maman Olive, il y aura suffisamment à manger et on ne parlera pas de la crise alimentaire dans notre pays. Le ministre d'État Willy Bakonga, la ministre près le Premier ministre Jacqueline Pengue et d'autres membres du gouvernement ont donné un coup de pouce à cette action en cette période de confinement où le manger est indispensable pour accompagner les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires en vue de combattre la propagation du coronavirus. L'insécurité refait surface à Kinshasa en cette période où l'hygiène devait être le maître mot. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a sensibilisé les bourgmestres sur la salubrité publique. Lisette Mujinga. Il a fallu des avions, hélicoptères, véhicules, bacs et pirogues pour atteindre la population sinistrée de la province du Olomami. Véritablement chemin de la croix pour la délégation gouvernementale qui a tenu jusqu'au bout à réaliser sa mission d'assistance humanitaire à la population victime des inondations dans quelques provinces de la République. Par des hélicoptères de l'armée, cette caravane humanitaire que conduit le ministre des Actions humanitaires et de la Solidarité nationale, Steve Mbikai, est arrivé d'abord à Bukama, ensuite à Malembankoulou dans la province du Olomami. Accueilli par les gouverneurs de cette province à leur descente, Steve Mbikai, Rose Boyata, Moncajou des Affaires sociales et Albert Mpeti, vice-ministre de la Santé publique, ont mis leur temps à profit en commençant sans tarder par visiter des maisons inondées avant de se rendre dans les camps des sinistrés. Il faut signaler que pour l'étape du Olomami, la délégation a été rejointe par les professeurs Emengo Imukena Sadiese, ministre de la Défense nationale. Comme partout ailleurs, une réunion a eu lieu avec les autorités provinciales afin d'évaluer et identifier les besoins de la population. Au nom de ses collègues membres de la délégation, Steve Mbikai a transmis à la population sinistrée les compassions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Premier ministre, qui ne ménage aucun effort pour voler au secours de tous les Congolais en détresse, quel que soit le coin de la République où ils se trouvent. À l'issue de cette rencontre, le ministre provincial de la Santé a fait savoir que la population de Bukama et Malembankoulou a besoin de vivre et non vivre. Transparence oblige la délégation à informer aux autorités provinciales que le gouvernement a disponibilisé une enveloppe de 600 millions de francs congolais pour la province du Olomami. Satisfait de ces gestes, le gouverneur a remercié le chef de l'État et le chef du gouvernement. Voilà, nous sommes allés vite en besogne. Les sinistrés des pluies diluviennes de Bukama et du territoire des Malembankoulou ont reçu l'assistance, vous l'avez suivi, du gouvernement de la République, une manière de les soulager tant soit peu. L'autosuffisance alimentaire, nous en parlons encore dans ce journal en cette période de Covid-19. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de planification et agriculture a visité quelques sites agricoles de Kinshasa. Suivez.
Le monde tend vers la crise alimentaire selon le conseiller du président de la République en matière de planification, agriculture, pêche et élevage, ingénieur Jean-Simon Lokango. L'autosuffisance est le seul moyen pour pallier à ces fléaux qui nous épient. Notre descente ici, c'est pour matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous voulons venger les sous-sols. Ici, on ne parle pas de sous-sol. Même la pêche, ce n'est pas les sous-sols. Nous sommes au-dessus. Les Quinois vont oublier les Saint-Charles. Parce que rien que pour le Malébo, avec la pêche artificielle, pourra nourrir toute la ville-province de Kinshasa. Nous sommes capables, nous sommes plus que capables. Nous pouvons nourrir les Congolais, nous pouvons stopper les importations. Je ne peux pas dire limiter, mais nous sommes capables de stopper. Au contraire, nous allons développer les importations. Ingénieur Jean-Simon Lokango, conseiller du président en matière de planification, agriculture, pêche et élevage, a fait un état de lieu et a visité des sites fiables pour